Coucou les addicts, c'est Aurélie et je suis contente de vous retrouver pour le décryptage de l'épisode 10 de la saison 5. Rien de spécial à vous signaler, je le ferai au fur et à mesure du décryptage. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et pourquoi pas, si vous appréciez mon travail et ce décryptage, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez, sans plus attente, penchons-nous sur cette analyse d'épisode numéro 10. Et donc cet épisode 10 est intitulé « Mercy Shall Follow Me ». Ça n'a pas été traduit en français. Je pense que c'est toujours lié à ces soucis de traduction, sous-titrage et doublage. Moi, je le traduirais par quelque chose du genre que la miséricorde m'accompagne. On en parlera dans le courant du décryptage. Enfin, je vais en parler. Donc, c'est un épisode avec un seul arc narratif principal. Donc, l'intrigue se situe autour du personnage de Stephen Bonnet. Et il se passe vraiment beaucoup de choses en à peine une heure. Et avec notamment la mort de deux personnages qui sont présents depuis la saison 4 et surtout la mort de Stephen Bonnet qui est quand même un des personnages emblématiques. C'était le méchant des saisons 4 et 5. Je trouve que c'est un épisode assez enlevé avec une bonne grosse dose d'anxiété et de stress qui est lié surtout au caractère assez imprévisible du grand méchant Stephen Bonnet. J'aimerais souligner l'audace des scénaristes, ou des auteurs, l'audace dans l'écriture et dans la réécriture. Pour la lectrice que je suis, c'est assez déroutant parce qu'on fait un énorme bond chronologique dans les événements par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les romans. Le spectre de Stephen Bonnet hantait la famille Fraser depuis le début de la saison, avec l'épisode 1 et la découverte, l'annonce par Lord John Grey à Jamie que Bonnet était toujours vivant. Et là, hop, en même pas une heure, clap de fin, terminé Stephen Bonnet, alors que, évidemment, dans les romans, si vous les avez lus, ou en tout cas si vous suivez un petit peu tout ça sur les réseaux, Stephen Bonnet ne meurt qu'à la fin du tome 6. Donc, vraiment, là, c'est très, très... Sa vie a été un petit peu raccourcie par les auteurs. Alors, je trouve que c'est dommage parce que autant, bien sûr, je n'aime pas le personnage de Stephen Bonnet, mais si on raisonne du point de vue de la série, c'était un excellent méchant. Il a hanté la famille Fraser depuis le début de la saison 5, mais en fait, la saison 4 a aussi été quand même, a aussi apporté son lot de drames à cause de lui. Et je trouve ça aussi dommage parce que l'acteur Ed Spillers, je l'avais déjà trouvé très très bon dans ses autres apparitions, mais là enfin il a eu des scènes très bien écrites et qui lui ont permis vraiment de se révéler en tant qu'acteur. Moi j'en aurais voulu un peu plus et puis ils ont tué le méchant 2 épisodes avant la fin de la saison 5. Donc ça laisse augurer d'autres dénouements un peu dramatiques et tragiques avec d'autres personnages et on est en droit de se demander lesquels et comment tout ça va être un peu orchestré. Et donc, passé cette déception, c'est la déception de la lectrice, pas du tout de la spectatrice, parce que j'ai vraiment apprécié l'épisode. Et j'ai quand même voulu me questionner sur ce choix de régler le cas Bonnet en un seul épisode. Et j'ai trouvé quelques réponses. J'avais envie de vous en faire part. Peut-être que ça vous permettra à vous aussi d'atténuer votre propre déception, si c'est ce que vous avez ressenti. Peut-être pas. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une série télé travaille forcément par thème, dans une espèce de logique de production, de production dans le sens un décor, des personnages, donc des acteurs, etc. Et on a déjà eu le cas sur d'autres personnages dans les saisons précédentes, notamment la saison 4, où Laura Donnelly, l'actrice qui joue Jenny, n'était pas disponible. Et donc, lorsque Brianna repasse les pierres et qu'elle arrive en Écosse et à la Librock, c'est pas Jenny qu'elle rencontre, c'est Yann. Donc voilà, et dans cette saison-là, on aurait pu avoir Fiedre, vous savez,
la servante de Jocasta à River Run, l'esclave noire. Et là, de la même façon, l'actrice Natalie Simpson qui joue Fedre n'était pas disponible pour la saison 5. Donc on ne l'a pas eu et les auteurs ont dû faire sans elle. Autre argument, c'est que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, j'en sais rien, mais autant on avait eu le méchant Blackjack pendant 2 saisons, là on aura eu Stephen Bonnet pendant quasiment 2 saisons également. Ça a l'air d'être un cycle. S'ils avaient différé le clap de fin autour de Bonnet en saison 6, il aurait fallu le garder à l'esprit du spectateur pendant longtemps et donc, du coup, ne pas en parler du tout pendant certains épisodes ou ne pas le faire apparaître. Ça, c'est possible dans un livre où la menace n'a pas besoin d'être rappelée constamment dans notre esprit. En fait, ça peut simplement être des petites touches comme ça dans certains chapitres. Mais à la télé, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça aurait été trop long, je pense, de l'emmener jusqu'à la fin de la saison 6. Et puis, avec une saison de seulement 12 épisodes, les intrigues doivent forcément être concentrées et contenues. Et puis enfin, moi je trouve ça quand même finalement intéressant en tant que lecteur de se faire surprendre. Ça nous laisse quand même une part de suspense. Qu'est-ce que les auteurs vont utiliser? Qu'est-ce qu'ils vont laisser de côté? Qu'est-ce qui va être complètement abandonné? Qu'est-ce qui va être réécrit pour des soucis de facilité de production, etc. Donc ouais, gardons un peu de suspense même pour les lecteurs. Et du coup, j'ai envie de faire référence à une interview de Diana Gabaldon. Alors, je ne sais plus de quand elle date, 2016 ou 2017, où justement, elle parle à la journaliste de l'adaptation de ses romans et des choix qui y sont faits. Je l'ai traduite, donc vous la trouverez sur la chaîne YouTube par curiosité. Juste après le décryptage, n'hésitez pas à aller voir, c'est super intéressant. Et alors, je le disais, une seule intrigue qui occupe quasiment tout l'espace de l'épisode, mais on a quand même un emballage assez soigné autour de tout ça. Et si Brianna et Bonnet occupent la majeure partie du temps d'écran, on a quand même plein d'autres choses. Et je trouve ça sympa que toute la famille Frasers élargie participe au plan de mettre Bonnet hors d'état de nuire. Et donc, on a Claire Jamie, Roger, Brianna et aussi petit Yann, qui décidément n'est pas revenu pour rien. Ce qu'on a aussi comme joli emballage, ce sont tous les décors. Là, je trouve que on le note d'autant plus parce qu'on n'est pas à Fraser's Ridge et du coup... on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été tournées directement sur site. Donc la plage est très réelle. Alors c'est pas en Caroline du Nord, c'est en Écosse, mais c'est une très très belle plage. La petite cabane avec le ponton d'accostage où sont Roger, Jamie et petit Yann en attendant normalement Bonnet. Ça aussi c'est un vrai décor en Écosse. Et puis, il y a des choses qui ont été tournées en studio. Toute la scène dans le salon de Jocasta à River Run, et puis les scènes de taverne, le petit, comment on peut appeler ça, le repère de Bonnet, ça aussi c'est en studio. Et puis l'île de Ocracoke, l'île de Stephen Bonnet, ça a été fait par effets spéciaux. C'est la même plage que celle où on voit Claire et Brianna, mais simplement ils ont rajouté en effets spéciaux la petite maison et puis la simulation de l'océan qui s'étend derrière l'île. J'en profite, je suis dans les décors, mais une mention spéciale aux costumes de cet épisode. J'ai vraiment beaucoup aimé les costumes de Claire et Brianna, notamment. Un petit clin d'œil aussi aux costumes de Yann, transformé en Alexander Malcolm, et puis au maquillage destiné à cacher ou à camoufler ses tatouages. Aussi, tant que j'y suis, donc j'ai décors, costumes, maquillage et les accessoires. C'est ce coffre à jouer avec ces poupées très très étranges et très bizarres et assez dérangeantes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été dénichés ça ou s'ils l'ont fait fabriquer, mais c'est sympa en tout cas.
Ce qu'on a aussi dans l'épisode, c'est cette belle scène. Alors, je ne l'ai pas mise dans mes tops, mais j'aurais pu. La belle scène sur la plage qui amène de chouettes moments mère-fille, une belle complicité entre Brianna et Claire. Des souvenirs aussi de leur vie au XXe siècle, les partages de souvenirs d'une mère avec sa fille qui était enfant. Ça permet aussi aux auteurs de rappeler une fois encore le voyage dans le temps d'une jolie manière. Et d'ailleurs, au travers de cette scène, il y a une mention un peu à la vie sauvage du XVIIIe siècle, hein, les plans caméra sur ces baleines qui sont très très proches finalement de la plage. C'est étonnant et pourtant c'était très très commun au XVIIIe siècle avant qu'il y ait ces chasses aux baleines et puis quasiment leur extermination par les hommes. Et donc c'était le petit moment écolo et défense de la nature, on va dire, de la série. Et il y en a eu plein de mentions comme ça, hein, cette saison 5, avec le vol des oiseaux, des pigeons voyageurs, là, alors je sais plus, c'était l'épisode, à la fin de l'épisode consacré à la famille Birdsley. On a eu le bison aussi dans l'épisode précédent. Et ouais, c'est une adaptation, hein, c'est une réécriture, hein, puisqu'il y a bien une histoire de baleine dans le tome 5, je crois, ou 6, début de tome 6, je ne sais plus maintenant. Mais c'est une baleine qui est échouée sur la plage, une baleine morte. Et donc là, j'ai entendu dans le podcast de Matt Roberts, ils ont fait le choix, ils se sont posé la question de le faire exactement comme dans le roman, mais pour des questions de production, c'était vraiment compliqué. Des jeux d'acteurs avec des effets spéciaux, c'est pas du tout aussi naturel qu'un jeu d'acteurs face à un vrai décor, etc. Donc ils ont préféré faire quand même ce clin d'œil, mais de le faire d'une manière différente. Et puis, ce que je peux dire également, c'est que cet épisode traite de thèmes sans tabou, hein, une fois de plus, j'en avais déjà parlé, mais on évoque rapidement, mais on évoque quand même la traite des blanches, hein, cet esclavage sexuel des femmes blanches. Ça a existé, donc voilà, on en parle et on ne fait pas semblant. Et puis aussi la condamnation à mort qui avait encore cours à cette époque-là. Ça a toujours lieu aux États-Unis, hein, mais voilà, c'est pas du tout tabou et c'est pas éludé et j'aime bien ça. Et dernière chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'épisode, c'est des références, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou à d'autres épisodes de la série. Je trouve que c'est ce qui fait aussi la richesse de Outlander. Et donc, dans cet épisode, alors évidemment, la référence littéraire à Moby Dick qui revient par 2 fois. La première fois, lorsque Brianna en parle à Claire sur la plage, lorsqu'elles observent les baleines. Et donc, on sait que Brianna a lu Moby Dick, un roman qui a été écrit à la fin du 19e siècle. Et c'est comme un peu un préalable à ce qui se passe juste après dans le repère de Stephen Bonnet quand Brianna fait semblant de lui lire. Référence cinématographique aussi, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, dès que j'ai vu cette scène du dîner entre Brianna et Bonnet, ça m'a immédiatement fait penser à la scène dans La Belle et la Bête, hein, où la bête offre une belle robe à la Belle et lui ordonne de venir dîner avec lui, avec ses mauvaises manières et sa façon d'attraper les aliments en se baissant. Enfin, c'était exactement pareil. Et en fait, en lisant le script, je me suis rendu compte que ça a été fait de manière délibérée par les auteurs. Donc, c'est réussi, hein, puisque je pense que je ne suis pas la seule à avoir perçu la référence. Et puis, je le disais, il y a également des références à d'autres épisodes. Je développerai certains d'ailleurs un peu plus loin dans le décryptage. Mais par exemple, lorsque Jamie, à la toute fin de l'épisode, offre sa fiole de whisky à Bonnet, c'est en référence directe à la toute première scène de l'épisode 1 de la saison 4, lorsqu'il rencontre Bonnet pour la première fois dans la prison. Jamie offre du rhum à Hayes, hein, son ami qui va bientôt être pendu, et en lui disant que la dernière chose qu'il verra, ce sera un visage ami. Et là, c'est une référence directe. Hein. Également, dans l'épisode 1 de la saison 4, Bonnet parle de son pire cauchemar à Claire, hein, la mort par noyade. Ça a déjà été évoqué dans la saison 4.
Autre mini-référence, moi je fais un lien entre le sacrifice que Claire a fait en couchant avec le roi Louis XV dans la saison 2 et l'espèce de sacrifice que fait Brianna en embrassant Bonnet. Elle se sacrifie pour Jamie, comme Claire l'avait... Enfin, pour le petit Jamie, pour son fils, comme Claire l'avait fait pour Jamie, son mari. J'en parlerai également, mais je trouve que l'espèce de jeu de chat et souris auquel se livrent Bonnet et Brianna ressemble un peu à la scène entre Claire et Blackjack Randall dans l'épisode 6 de la saison 1, le commandant de la garnison, lorsqu'elle est capturée par Blackjack et qu'il se livre aussi à une espèce de joute verbale. J'avais adoré cet épisode d'ailleurs. Et enfin, dernière chose, dernier parallèle que je trouve avec d'autres saisons, c'est l'utilisation du bordel comme lieu de rencontre et comme lieu de complot, de complotisme, on fait des affaires, on fait tout dans les bordels, dans Outlander. Et une fois de plus, on le retrouve. Et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé le petit regard circulaire qu'a eu Jamie lorsqu'il est entré dans le bordel et qu'il a un peu regardé. Il se sentait en terre connue. Il a quand même vécu dans un bordel à Édimbourg. Pour nous, c'était dans la saison 3. Voilà, j'ai été longue sur les impressions générales, mais il y avait plein de choses à dire. Alors, je vais commencer par ma scène flop. C'est celle où on voit Ian sur le ponton lorsque les pirates marins de Bonnet arrivent. Je trouve que Ian, là, ressemble à un petit garçon apeuré qui n'est pas vraiment très, très sûr de lui. On trouve dans son regard le même regard qu'on avait pu percevoir chez Ian saison 3 et 4. Vraiment... Ouais, un jeune garçon. Je trouve que ça tranche beaucoup avec Yann l'Indien, qui est revenu là, de chez les Mohawks, qui avait abattu un sanglier d'une seule flèche, qui avait tenu tête à Jamie là, dans l'épisode précédent. Et puis qui malgré tout, là, à la fin de l'épisode, avance de manière assez combative sur la plage, lorsqu'il s'agit d'aller capturer Bonnet. Donc, ouais, j'ai pas compris là, cette attitude de Yann et ce qu'on lui a fait jouer. Ça doit être le costume, je pense. Vraiment, il se sentait pas bien et donc il a adopté, je sais pas, l'attitude du jeune noble, je sais pas quoi, bourgeois écossais, mal dans sa peau, mal dans son costume en tout cas. Bon voilà, c'est une petite parenthèse, vous voyez, c'est pas grand-chose. Pour ma scène top, j'ai choisi la scène finale, toute cette scène, je la trouve remarquable. Alors, on sent qu'on a fait un bond dans le temps, donc on capture Bonnet sur la plage, et puis là, on se retrouve en bord de lac, je sais pas, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être la plage. Et donc, on voit Bonnet condamné à une mort par noyade, ce qui est son pire cauchemar. Et là, dans le jeu de l'acteur, on retrouve dans son regard tout son désespoir d'affronter cette mort-là. On sent aussi de la panique. Et puis, subitement, son regard change. Et la caméra est toujours fixée sur lui. On sent que dans son regard, là, comme une espèce de compréhension, il décèle quelque chose chez quelqu'un ou dans le décor qu'il voit. Et le montage est génial puisqu'on ne voit pas tout de suite Brianna et Roger. Et on comprend que Bonnet a probablement décelé une sorte d'humanité sur la fin de sa vie. Je ne sais pas s'il y a du soulagement, mais en tout cas, il n'y a plus la peur panique qu'il y avait quelques instants auparavant. Donc ça, je trouve ça génial. Et ce que je trouve encore plus excellent, c'est de laisser la question de Roger en suspens. Est-ce que Brianna l'a tué par compassion ou alors par vengeance ? Pas de réponse de Brianna. Roger n'a pas sa réponse. Nous, spectateurs, ne l'avons pas non plus. Et je trouve que ça, c'est très, très astucieux de la part des auteurs et des monteurs. C'est de la bonne télé. Voilà. En guise d'introduction à mes focus, mes zooms, je voulais d'abord parler de la double lecture qu'on peut faire de certaines scènes de l'épisode.
Je ne sais pas si vous avez eu cette même impression que moi. Je ne sais pas non plus si c'était volontaire ou si c'est une idée que je me fais. En tout cas, c'est ce que dit Bonnette à Brie lorsqu'elle lui parle des livres et de ce qu'elle y retrouve et pourquoi elle aime lire. Donc, elle dit qu'elle y trouve soit l'amour, la vengeance. J'ai plus la troisième chose ou l'argent peut-être. Ah oui, c'est ça, l'argent. Et Bonnette lui dit que l'interprétation de Brianna, elle est d'une façon, mais que en fait, elle peut être aussi de toute autre façon. Et effectivement, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que selon le spectateur, selon nos ressentis, notre bagage émotionnel, notre bagage de vie, les choses peuvent être perçues différemment. D'ailleurs, la référence littéraire à Moby Dick, elle est un peu développée dans Moby Dick. Qui est le monstre? Qui est la victime? Est-ce que c'est finalement l'homme qui chasse la baleine ou est-ce que c'est la baleine qui fait du mal à l'homme, qui fait couler son bateau, qui arrache une jambe au capitaine du bateau, etc. Donc ça, c'est toute cette question de la nature versus la civilisation. Et dans l'épisode de lecture possible pour l'attitude de Stephen Bonnett, est-ce qu'il est sincère ou est-ce que c'est juste un joyeux et perfide manipulateur? Est-ce qu'il a lu clair dès le début dans le jeu de Brianna? Franchement, j'ai forcément mon avis, mais j'ai pas envie de trancher là pour vous. Je développerai les scènes Bonnett et Brianna, bien sûr. Jocasta avec Forbes. Est-ce que Jocasta est vraiment très très généreuse ou est-ce qu'elle est en train de tester la loyauté de Forbes dans cette scène? Là aussi, j'ai ma propre lecture, je vous en parlerai, mais peut-être que vous n'avez vu que l'une des deux. Et enfin, je viens un peu d'en parler dans ma scène top, mais Brianna à la fin, est-ce que c'est de la miséricorde ou de la vengeance? On a tous notre réponse. Alors Matt Roberts dit 50-50. Diana Gabaldon parle plutôt de miséricorde. Difficile de répondre de manière tranchée. Laissez libre cours à votre propre interprétation. Et ça, c'est la magie des créations artistiques. Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Et voilà, moi, je trouve que c'est un bon code de conduite. Ça, ce qui nous permet de respecter les points de vue de chacun. Et voilà, nous avons tous notre propre lecture des choses. Et le tout, c'est de respecter chaque lecture. Alors, un des autres thèmes qu'on retrouve là dans l'épisode, c'est le lien entre Jamie et Roger. C'est vrai que cette relation semble cette fois bien solidement ancrée dans une sorte de respect mutuel. Alors, si vous avez suivi un petit peu sur ma page Facebook, vous retrouverez sur mon site internet, dans le script de l'épisode, j'ai retrouvé une scène coupée, alors qui semble avoir été tournée puisqu'il y a des photos qui circulent, mais c'est cette scène, je vous la résume un peu, mais elle est dans le roman d'ailleurs, où Roger et Jamie se baladent à Wilmington et arrivent devant le commerce du forgeron et Roger décide de se choisir une épée et donc il la teste en bataillant un peu, en simulant un entraînement à l'épée avec Jamie. C'est une chouette scène, je pense qu'on l'aura dans les scènes coupées, mais c'est dommage qu'elle n'y soit pas parce qu'elle montrait un peu plus que les liens entre Roger et Jamie c'était vraiment rapproché. Voilà. Je pense que Jamie voit que Roger aime sincèrement Brianna, tout comme lui aime Claire. Je ne sais pas si c'est à la même mesure, mais en tout cas, il sent qu'il y a un réel amour sincère. Et la grosse évolution dans leur relation, elle tient sans doute à ça. On sent que Jamie traite enfin Roger comme son égal. Lorsque Roger lui propose de s'occuper lui-même personnellement de Bonnett, Jamie accepte l'idée et lui donne des conseils, mais sans le dévaloriser comme il aurait pu le faire au tout début de la saison 5. Il laisse à Roger
Roger le soin d'accrocher Philip Wiley au mur et à le questionner. Jamie laisse aussi Roger courir derrière Bonnet sur la plage. Il lui fait confiance. Il n'intervient pas. Il regarde de loin, mais il sait que Roger va s'en sortir. Et moi, je trouve que c'est cool que Jamie permette ça. Et voilà, ça y est, on a franchi un cap entre ces deux-là. Et ouais, j'aime bien. J'aime bien que Roger et Jamie se soient enfin rapprochés. J'ai envie de parler maintenant de la scène entre Gerald Forbes et Jocasta à River Run. Alors, la toute première scène de l'épisode, c'est une scène d'exposition entre Bonnet et Forbes, et ça permet de poser le fait que les renseignements que Forbes a donné à Bonnet concernant la filiation du petit Jamie étaient des renseignements qui allaient se monnayer, et la part de Forbes, donc ça a l'air d'être 20% de la fortune dont héritera Bonnet une fois qu'il sera entré en possession de River Run. Donc je trouve que la façon dont Billy Boyd, l'acteur qui incarne Forbes, cette façon dont il entre dans le salon de Jocasta et qu'il observe chaque objet, chaque tissu, chaque tableau, en train de contempler son futur gain avec cet air envieux. C'est impayable, ce jeu d'acteur vraiment génial. J'ai vraiment souri. D'ailleurs, il a aussi cette attitude assez déplacée, à s'installer de manière très confortable dans le canapé. Bon, alors il sait que Jocasta ne peut pas le voir, mais il n'avait pas cette attitude-là assez désinvolte dans d'autres épisodes. Il était toujours assez dans une tenue d'avocat, quoi, très, très digne. Alors Jocasta, par rapport à ce que je disais juste avant, est-ce qu'elle est extrêmement généreuse ou est-ce qu'elle est elle aussi manipulatrice ? Ma réponse, ma lecture des choses, c'est que Jocasta est quand même une femme qui ne fait ou qui ne dit jamais rien au hasard. C'est une personne assez rusée, on l'a déjà observé par le passé, et moi j'ai en tête cette scène dans l'épisode 1 de la saison 5 où elle est avec Roger près de sa tante qui a été plantée à Fraser's Ridge pour le mariage, où on voyait bien qu'elle s'amusait là aussi d'un peu son pouvoir, etc. Et qu'elle avait aussi une idée derrière la tête. Et là, de la même façon, à mon avis, elle joue volontairement avec Forbes. Elle a cet air sournois, des petits sourires. Et lorsqu'elle énonce toutes les donations qu'elle souhaite faire, le bouquet final, c'est quand elle parle de Lizzie. Pour moi, ça ressemble vraiment à de la provocation. Elle veut que Forbes se dévoile. Et je dis ça parce que je suppose que Jamie l'a probablement renseigné sur la fuite à propos de la filiation du petit Jamie, puisque Jocasta est au courant de la naissance du dernier, de Fergus et Marsali, de retour de Yann. Vous voyez, il y a dû y avoir des choses, voilà, elle a eu des informations par Jamie, c'est sûr. Par contre, ce qu'elle n'avait peut-être pas prévu, c'est la tentative de meurtre de Gerald Forbes. Alors heureusement, Ulysse a l'ouïe fine, il entend la clochette qui tombe et il arrive très rapidement pour sauver Jocasta. Alors il brise le cou de Forbes. Et alors, petite mention quand même à Ulysse. Je ne sais pas si ça vous a semblé bizarre aussi, mais il a cette attitude quand même un peu ambiguë et qui va au-delà de la simple relation esclave-maîtresse. Le fait qu'il appelle Jocasta par son prénom, on ne l'avait jamais entendu. Et puis, la façon qu'il a de lui prendre la main, la larme qui roule. Enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas anguille sous roche quand même. À suivre. Alors, je vais me pencher quand même sur le thème principal de l'épisode. Je l'ai dit, Stephen Bonnet, c'est le super méchant. Il est très ambigu, il est imprévisible. Et cet épisode nous raconte un peu plus ce qu'il est, comment il est devenu ce qu'il est. À
Alors certains, on peut oser la comparaison avec Black Jack Randall. Enfin, moi, je l'ose. Il est comparable à Black Jack en certains points et puis en d'autres pas du tout. Là où je trouve que les deux méchants sont proches, c'est que tous les deux n'ont aucune morale. Tous les deux sont également des prédateurs sexuels. Et pour tous les deux, leur cible principale, c'est la famille Fraser. Néanmoins, ce qui les distingue, c'est que, en fait, Bonnet est ce qu'il est parce qu'il s'est construit par ses rencontres, en fait, ses mauvaises rencontres, ses mauvaises expériences. Je pense sincèrement qu'il aurait pu être différent s'il avait croisé les bonnes personnes. Alors que Black Jack Randall, je le sens pas comme ça. Lui, il était ce qu'il était comme... Enfin, voilà. Et il assumait en plus, Black Jack. Là, on voit bien que Bonnet, il a encore un peu de l'espoir ou une envie d'être différent. Et d'ailleurs, il joue tout le temps. Hein. Il est aussi entre son côté charmant, charmeur, et puis cette attitude de gros méchant complètement imprévisible. Je crois que le monde de Stephen Bonnet est compliqué. Et néanmoins, il est loin d'être bête. Et d'ailleurs, je m'interroge un peu. Hein, il a senti que le baiser de Brianna n'était pas sincère. Et je me demande comment il a fait pour ne pas percevoir avant que Brianna était... qu'elle mentait, quoi, hein, délibérément et en tout cas de manière assez visible pour nous, spectateurs. Alors, est-ce qu'il a été aveuglé par sa soif d'argent ? Je sais pas. C'est difficile à dire. Je pense que le méchant Bonnet veut être riche, veut de l'argent, est très... je trouve plus le mot, mais très vénal. Et la partie gentille de Stephen Bonnet veut une vie respectueuse avec une femme, un enfant, de bonnes fréquentations, des beaux vêtements, de belles manières. Je pense qu'il est vraiment sincère quand il explique tout ça, sincèrement, franchement. Et d'ailleurs, son moment de vulnérabilité au moment de l'évocation de son pire cauchemar, il est vraiment sincère. Enfin, moi, j'ai de la compassion pour ce personnage à ce moment-là. Je pense que Brianna en a un peu aussi. En tout cas, dans le jeu de Sophie, moi, j'ai perçu de la compassion. Et là, il a vraiment l'air d'un petit garçon, hein, à ce moment-là, un petit garçon qui n'a jamais été pris dans les bras pour qu'on le console et qui n'attendrait que ça à ce moment-là. Le concept de famille pour lui qui est orphelin, ça semble vraiment très très important à ses yeux. Et sinon, je vois pas comment expliquer la présence du coffre à jouets. C'est très étonnant de la part d'un personnage comme Stephen Bonnet. Franchement, ça m'a beaucoup surprise. Sachant que la démarche d'amasser plusieurs jouets en pensant à Jamie, c'est étonnant. Alors Brianna, elle, de son côté, elle essaye de composer avec son intelligence. Hein. De ce point de vue-là, je trouve qu'elle tient de Claire. Et d'ailleurs, je le disais, hein, je vois des parallèles entre cette scène entre elle et Bonnet et la scène qu'a jouée Claire en face de Black Jack Randall dans l'épisode 6 de la saison 1, le commandant de la garnison. Je trouve qu'il y avait ce même genre, cette même dynamique. Alors, les personnages étaient différents, mais c'était vraiment ce jeu du chat et de la souris, la même partition, en fait. Hein, la même intelligence, la même tentative des femmes de tromper leur monde, de mentir. Et puis, en face d'elle, des hommes... probablement aussi très intelligents et qui lisent quand même une partie de la partition. Et donc Brianna, elle aussi, entre son instinct de survie et un profond dégoût d'être là en face de Bonnet. Et ce dégoût est à peine dissimulé. D'ailleurs, Sophie Skelton, dans une interview, disait que ce qu'elle voulait, c'est que le spectateur puisse observer son dégoût, mais en face de Bonnet, elle joue une autre partition, justement. Et là, ce qu'elle essaye de faire en face de lui, c'est de gagner du temps. Évidemment, elle craint que Bonnet l'emmène dans la chambre juste à côté. Et moi, j'ai cette crainte aussi pour elle. Hein. Il y a quand même une tension qui est là à cause du caractère imprévisible du personnage. À tout moment, on sait qu'il peut péter les plombs, hein, comme il l'a fait... à la fin de l'épisode 2 de cette saison-là, où il blesse un homme avec son poignard, là, juste au niveau des yeux. Il peut complètement péter les plombs.
La fausse lecture du livre Moby Dick, ça permet à Brianna de gagner du temps. C'est assez audacieux, mais je pense qu'elle a assez vite compris que Bonnet ne savait pas lire. Mais Bonnet montre son vrai visage, hein, le visage du Bonnet impatient. Voilà, il veut connaître la fin. Et on lit sur le visage de Brianna toute cette terreur quand elle comprend qu'elle ne va pas pouvoir l'endormir, alors au sens propre comme au sens figuré. Et elle est véritablement prise au piège sur une île. D'ailleurs, elle est aussi piégée dans sa chambre, hein, puisque Bonnet l'enferme à clé, on entend. Et sa toute dernière carte, le lendemain matin au petit déjeuner, ne fonctionne pas. Bonnet veut des preuves. Et malheureusement pour Brianna, c'est raté. Et d'ailleurs, vous voyez, la sincérité de Bonnet, là, d'avoir une vie, une femme, un enfant, je pense qu'il a vraiment cru à l'histoire de Brianna, ou en tout cas, il avait envie d'y croire. Et dans son regard, quand il sent que Brianna n'est pas sincère, on voit de la tristesse, de la désillusion. Il comprend qu'il est à nouveau rejeté, une fois de plus. Un rejet de plus dans sa vie. Et là, il y a son côté sociopathe qui ressort complètement. Alors, je serais tentée de dire, heureusement pour Brianna, il y a cette prostituée qui est là à disposition. Alors, ça n'empêche pas à Brianna de revivre un viol, de revivre son viol, même si elle n'est pas agressée physiquement. Là, le langage corporel de Sophie Skelton est très évocateur. Enfin, Brianna, elle est complètement replongée au moment de son viol, lorsqu'elle est arrivée en Amérique. Et donc, lorsque Bonnet décide de vendre Brianna en tant qu'esclave sexuelle, la dernière tentative de Brianna, c'est d'évoquer le nom de son garçon, de Jamie, et en se disant que c'est ce qui avait fonctionné avec Bonnet jusque-là. Mais non, finalement, Bonnet décide que son plan de récupérer Jamie et d'avoir l'argent qui va avec peut complètement se passer de Brianna. Et donc voilà, il décide de la vendre. Alors, ça ne se passe pas comme il veut. Et j'aime beaucoup ce plan sur la plage, là où tous les fraiseurs sont debout. Lui, il est allongé par terre. Tout le monde le regarde de haut. C'est un excellent plan, hein. Il a fait du mal à toute la famille Fraser et ils sont tous là pour son jugement dernier, j'ai envie de dire. J'aime bien le fait que le choix de ce qu'on fait de Bonnet revienne à Brianna. Alors, la décision de Brianna, c'est de laisser Bonnet à la justice. Alors, avec l'aide du gouverneur Tryon, hein, qui est redevable à cette famille. À ce moment-là, je pense que c'est un choix éclairé de Brianna. C'est une façon d'éviter d'être des meurtriers. Elle sait que Tryon va faire ce qu'il faut, hein, pour que Bonnet ne les embête plus. Et j'aime bien cette fin où on retrouve la famille tous ensemble et en fait, ensemble, ils sont victorieux. Donc, ouais, bien un joli plan, en fait. Pour finir, là, je me rends compte que je n'ai pas du tout parlé de Claire. Alors, c'est sûr qu'elle n'a pas une grosse partition à jouer dans l'épisode. Néanmoins, on la retrouve dans ses différents rôles, hein. Donc, son rôle de maman complice avec sa fille adulte sur la plage, à partager de bons moments et de bons souvenirs. On retrouve aussi la maman louve à la recherche de sa fille dans le bordel et qui prend les choses en main pour questionner les femmes qui s'y trouvent. On la retrouve aussi dans son rôle de femme amoureuse, protectrice et soucieuse de son mari, avec cette petite note humoristique lorsqu'elle dit à Brianna que son père a le chic pour se fourrer dans les embrouilles, et la mention à ses 9 vies de chat. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez tenu le compte, mais alors il y a une diseuse de bonne aventure, ça c'est dans le roman, qui a dit à Jamie que il aurait 9 vies. Dans le roman, à un moment donné, je crois du tome 6, il s'amuse à faire un inventaire et ils en décomptent 5. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de faire le décompte du nombre de fois où Jamie est passé proche de la mort. Moi, ce que j'ai relevé, c'est Culloden, Wentworth. Je ne fais pas dans l'ordre, hein. Ensuite, il y a eu peut-être ses flagellations.
je sais pas. La morsure du serpent. Et je dois oublier quelque chose, hein, parce que là, je suis pas à 5. Aidez-moi. Mettez-moi en commentaire si vous en avez, ça m'intéresse. Et je continue sur Claire. Et Claire, on la retrouve aussi dans le rôle de Docteur Claire. Donc la scène, d'ailleurs, dont je n'ai pas du tout parlé, mais où elle demande la fabrication d'un tube en verre, hein, au souffleur de verre, dans l'idée de fabriquer ces seringues, hein, avec l'invention géniale de Brianna lors du dernier épisode. Elle diagnostique aussi le mal de la prostituée, Epi. Et d'ailleurs, en plus de diagnostiquer, on va dire, le mal physique, Claire est quand même plutôt douée aussi pour avoir une bonne lecture de la psychologie des personnes. Et elle sait qu'Epi a des choses à dire. Et là-dessus, elle a eu le nez fin. Et Docteur Claire aussi, lorsqu'elle part sur la plage à la recherche de Brianna, elle a sa sacoche avec certainement toutes les choses pour les premiers secours dans la sacoche. Donc voilà, Claire bien dans son rôle, même si c'est un petit rôle dans l'épisode. Et voilà, j'ai envie de dire plus que deux épisodes et on n'a plus de méchants. Je me demande bien ce qu'on nous prépare pour les 2 derniers épisodes de la saison. Moi, ce que j'espère, c'est de beaux moments à Fraser's Ridge avec la grande famille, un peu d'humour et de légèreté, avant de passer au final explosif qu'on nous promet et dont on nous parle depuis même avant que la saison soit sortie. Donc, on verra bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le décryptage de l'épisode 11. En attendant, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.